Bonjour, Jean-Pierre Schmitt à l'appareil. Donc je suis l'organisateur des petits déjeuners du Club Innovation et Design depuis 2005. Ce matin, nous recevons Bertrand Liard, donc il va nous parler des aspects juridiques de l'intelligence artificielle. C'est une séance qui a été faite au mois de décembre de l'année dernière et donc il a été déplacé maintenant en juillet. Je remercie Bertrand de s'être rendu libre ce matin. Comme d'habitude, je vous annonce les prochaines séances, au moins celles que je connais. Donc, nous avons le 6 octobre une séance avec France Digital sur les talents pour la tech. En novembre, une séance, la date n'est pas encore fixée, sur Digital Factory avec Publicis Sapient et notre ami Liad. Et ensuite, au mois de décembre, une intervention sur l'innovation dans les médias. Je ne connais pas encore les intervenants, parce que c'est passé par un autre schéma pour les connaître. Bon, ben, je pense qu'ayant dit, ayant fait ma tâche, je passe la parole à Bertrand. Je vous souhaite donc pour les questions, vous passez par Q et R, questions et réponses. Merci beaucoup, bonne matinée à toi Bertrand. Merci Jean-Pierre, bonjour à tous. Je suis ravi de participer et de vous présenter le sujet ce matin donc sur l'intelligence artificielle et les aspects juridiques. Effectivement, comme le disait Jean-Pierre, pour l'instant, on a joué de malchance. On a eu les grèves en décembre et on a eu, comme vous le savez tous, la pandémie ces derniers mois, ces dernières semaines. Et d'ailleurs, j'espère que vous allez tous bien, que ça s'est bien passé et qu'on va continuer tous comme ça. Pour l'instant, ça ne passe pas trop mal. Donc ce matin, je vais vous parler d'intelligence artificielle et des aspects juridiques. Je voulais d'abord me présenter très rapidement. Donc, je suis avocat associé du cabinet White & Case, qui est un grand cabinet américain, enfin, en tout cas d'origine américaine, mais implanté à Paris depuis 1926, donc presque 100 ans, et qui travaille dans tous les secteurs du domaine du droit des affaires. Et moi, en particulier, avec mon équipe de 8 personnes, nous travaillons sur toutes les problématiques, je dirais, de technologie de l'information, Internet, informatique et nouvelles technologies. Et donc, effectivement, l'intelligence artificielle est un sujet qui, à titre personnel, m'intéresse énormément, et pas seulement parce que j'aime Star Wars, pour ceux qui me voient en flux vidéo, mais aussi, et la science-fiction de manière générale, mais aussi parce que ça intéresse nos clients, parce que, comme vous le savez, et on va y venir, l'intelligence artificielle aujourd'hui est partout. Et ça nous paraissait justement de ce fait intéressant de vous parler des aspects juridiques de l'intelligence artificielle. Et vous avez toutes mes coordonnées sur le slide pour ceux qui veulent me contacter et continuer le débat si jamais on n'a pas le temps de parler de tout ce dont j'ai envie de vous parler ce matin. Et d'ailleurs, j'ai fait une sélection en fait des sujets évidemment d'intelligence par rapport aux aspects juridiques de l'intelligence artificielle. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choses à dire, mais j'ai fait une petite sélection, et cette petite sélection, elle tourne autour de la qualification juridique de l'intelligence artificielle et donc de sa protection, à la fois de sa protection dans sa phase de développement, on va dire, de développement et d'exploitation, mais aussi de la protection des créations de l'intelligence artificielle. Et ensuite, je voulais faire un petit focus, un petit point sur les difficultés spécifiques en matière de responsabilité, et notamment autour des véhicules autonomes, qui est une des applications les plus visibles, enfin, dont on espère qu'elle sera les plus visibles rapidement de l'intelligence artificielle, et de là, peut-être quelques réflexions sur la nécessité de mettre en place un nouveau cadre juridique, et on a effectivement un certain nombre d'initiatives dans le sujet. Alors d'abord, comme tout juriste,
il faut définir de quoi on parle. Alors, je vous ai mis une définition tout simplement en tapant dans Google. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de théories et de techniques qui développent des programmes informatiques complexes capables de simuler certains traits de l'intelligence humaine. Et donc, il y a plusieurs choses à retenir dans cette définition. C'est effectivement un aspect logiciel, essentiellement des programmes informatiques, et ça aura son importance quand on parle de protection de l'intelligence artificielle, mais aussi, dans ce certain nombre de cas, intégré dans du matériel. Et derrière l'intelligence artificielle, on voit tout ce nuage de mots et tous ces mots qu'on connaît bien, hein, le deep learning, le machine learning, les réseaux neuronaux, les données, la robotique, voilà, tous ces mots très à la mode, mais qui recouvrent aussi une vraie réalité très importante. Parce que j'ai déjà dit, mais je ne cesserai de le répéter et j'y crois très fortement, et on le vit tous les jours, l'intelligence artificielle aujourd'hui est partout. Elle est dans les outils de visioconférence qu'on utilise aujourd'hui. Elle a beaucoup d'applications dans le domaine des ressources humaines. Elle a énormément d'applications dans le milieu médical et elle nous a aidé en partie à traverser la crise, la pandémie qu'on a connue. Et elle nous aide, et on espère tous qu'elle nous aidera beaucoup à développer plus rapidement que précédemment les vaccins qui vont nous permettre de reprendre une vie encore plus normale que celle qu'on peut connaître aujourd'hui. Bref, l'intelligence artificielle aussi est dans vos moyens de paiement, dans votre application bancaire, dans votre téléphone. Bref, l'intelligence artificielle est partout et de plus en plus. D'un point de vue juridique, l'intelligence artificielle, et rapidement on se pose la question de sa protection, hein, c'est un certain nombre d'éléments juridiques qui sont susceptibles d'un certain nombre de protections, mais on va le voir assez rapidement, qui ont chacun leurs limites. L'intelligence artificielle, d'abord, c'est des algorithmes, c'est-à-dire que c'est un ensemble d'instructions, en fait, une suite d'opérations élémentaires, hein, selon un processus défini qui doit aboutir à une solution. Et ces algorithmes, on les traduit en langage informatique, en programmation, en programme d'ordinateur. Or, un algorithme, d'un point de vue juridique, c'est une idée, c'est une méthode mathématique au mieux, et or, les méthodes mathématiques ne sont pas protégeables. Elles ne sont protégeables ni au titre du droit d'auteur, ni au titre du droit des brevets. Elles sont, comme toutes les idées d'ailleurs, de libre parcours. Donc, on a une jurisprudence assez fournie et assez claire en la matière. Alors, pas forcément appliquée, évidemment, à l'intelligence artificielle, parce que le rythme de la justice n'est pas le même que celui du développement technique, le rythme du droit non plus de manière générale, le plus souvent. Mais c'est des solutions qui sont assez claires. Et donc, on voit déjà une première difficulté qui est que l'algorithme et donc les idées qui sont sous-jacentes à un système d'intelligence artificielle ne sont pas protégeables sans de libre parcours. Et donc, quelqu'un qui pourrait éventuellement revenir à l'algorithme et retrouver l'algorithme en étudiant le fonctionnement du programme informatique du système d'intelligence artificielle pourrait, en le développant de manière différente, le reproduire en fait et utiliser le même type d'algorithme. La meilleure manière de protéger en fait ce type d'algorithme, ces idées-là, c'est le secret en fait, et le secret des affaires. Et le secret des affaires, ça se protège essentiellement par des contrats, des accords de confidentialité. Donc des algorithmes, mais aussi évidemment des programmes d'ordinateur en fait. Hein, donc ça c'est ça là, c'est la concrétisation en fait de l'algorithme. Donc la protection du programme d'ordinateur se fait essentiellement par le droit d'auteur en fait, hein, qui permet de définir les conditions d'utilisation du logiciel, des programmes d'ordinateur. Et cette protection s'attache véritablement à la forme en fait du programme. C'est-à-dire que c'est vraiment la forme du programme qui est lisible par l'homme une fois que le programmeur a traduit un algorithme à l'aide d'un langage de programmation dans un programme informatique qui ensuite sera compilé et mis dans l'ordinateur. C'est vraiment la forme en fait, littéraire, d'une certaine manière, qui est protégée par le droit d'auteur. On peut aussi, dans certains cas, protéger ce type d'algorithmes et donc d'idées par le droit des brevets, mais
uniquement si il y a un effet technique et que l'invention qui est apportée, qui est créée, pardon, apporte une contribution technique par un moyen nouveau et non évident. Et on est sur des protections qui sont quand même assez compliquées à mettre en œuvre, puisque d'une manière générale, effectivement, les idées ne sont pas protégées, mais seulement leur formalisation au travers du droit d'auteur, de la protection des programmes d'ordinateur, ou au travers d'une invention, et ça c'est le droit des brevets. Un autre élément constitutif de l'intelligence artificielle, hein, donc ça c'est aussi tout ce qu'on voit en termes de big data, hein, et de data analytique, etc., sur ce type d'application, c'est les données. Et là aussi, en matière de données, on a deux types de protection. Un premier type de protection qui n'est pas forcément très efficace, qui est la protection de la structure d'une base de données. En fait, on considère là encore que la donnée elle-même, ou chaque donnée en fait individuellement, n'est pas protégeable. À part par le secret, on y reviendra. Mais on peut protéger la structure de la base de données, c'est-à-dire la manière dont elle est constituée et l'originalité, en fait, d'une certaine manière de sa constitution. Et on a aussi, donc ça c'est une protection qui globalement est quand même assez faible et finalement assez peu utilisée, et on a la protection du droit sui generis du producteur de base de données. Le producteur de base de données, c'est la personne physique ou morale qui met en œuvre un certain nombre de moyens, des moyens humains, techniques, matériels, financiers, substantiels pour collecter les données, les organiser et les exploiter. Et de ce fait, cette personne, le producteur, donc, a un droit qu'on appelle un droit sui generis sur la base de données elle-même, et en particulier sur l'extraction et la réutilisation totale ou partielle des données qui sont incluses dans la base. Donc ça, c'est un droit qui est quand même assez intéressant. Néanmoins, ça n'empêche pas un tiers de collecter le même type de données et de refaire exactement la même chose. On a aussi, et ça c'est peut-être un petit peu moins, un petit peu plus classique, on va dire, dans la protection, si on a des intelligences artificielles qui sont connectées, qui sont incorporées dans des éléments matériels, on peut avoir la protection, des protections au titre, par exemple, du dessin des modèles, de l'aspect extérieur, on va dire, d'un robot. Et là, vous avez par exemple à l'écran un robot qui est assez joli. On peut imaginer que cette partie esthétique fasse l'objet d'une protection au titre des dessins et modèles. Donc, on a un certain nombre d'outils, en fait, hein, pour protéger l'intelligence artificielle, d'outils de propriété intellectuelle, hein, qui sont les outils juridiques classiques pour arriver à protéger des éléments immatériels. Et on a, en fait, mais qui sont quand même finalement assez compliqués à utiliser spécifiquement pour l'intelligence artificielle, parce qu'ils ne protègent pas, enfin, ils ne protègent pas forcément des éléments qu'on voudrait protéger dans l'intelligence artificielle. Et c'est vrai qu'on a souvent recours, en fait, c'est ce qu'on conseille régulièrement à nos clients, on a souvent recours en fait, au secret des affaires, à des logiques contractuelles qui permettent, via les accords de confidentialité, de protéger en fait, évidemment le cœur de la technologie. Ça, c'est sur la partie développement de l'intelligence artificielle. Une deuxième partie intéressante aussi, c'est en fait ce qu'on voit dans les systèmes d'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est qu'ils commencent à créer eux-mêmes et à créer eux-mêmes des œuvres immatérielles, hein, le plus souvent. Et donc, on va se poser la question de la titularité de ces œuvres. Et donc, comment protéger les créations de l'intelligence artificielle. Donc là, vous voyez, je vous ai mis deux choses qui sont plutôt de l'ordre de l'anecdote, mais qui sont quand même assez intéressantes sur le principe. À l'écran, vous voyez une photo d'une jeune femme. En fait, cette jeune femme n'existe pas. D'ailleurs, je vous invite à aller sur le site This Person Does Not Exist, à cliquer, et effectivement, vous allez avoir une photo, puis deux photos si vous recliquez, etc. Et vous régénérez des images, et ce sont des images en fait, de personnes qui n'existent pas. Et on peut se poser la question de savoir si il n'y a pas une protection même de ces images qui sont créées par l'intelligence artificielle. L'autre projet, c'est un tableau qui est derrière moi, que vous verriez si je n'avais pas mis si je n'étais pas sur la plateforme de commandement de mon vaisseau amiral. Vous avez, donc ça c'est un tableau qui a été généré par une intelligence artificielle, c'est un collectif qui s'appelle No Artist, qui a été créé par des polytechniciens, et qui en fait mélange deux moteurs d'intelligence artificielle, un moteur qui crée, un moteur qui critique, et
Et une fois que le moteur qui crée et le moteur qui critique sont d'accord, ils sortent une image. Et donc là, par exemple, ils ont donné à la machine, ils ont mis dans la machine un certain nombre un petit millier d'œuvres cubistes et ils ont à la fin sorti ce tableau que vous pouvez acheter sur le site. Je ne suis pas là pour faire de la pub, mais que vous pouvez acheter sur leur site pour quelques dizaines ou au pire quelques centaines d'euros. Mais là, vraiment, la question, c'est on a une œuvre d'art en fait, qui est créée par l'intelligence artificielle. Alors ça, c'est vrai que c'est un petit peu le petit bout de la lorgnette, mais aujourd'hui, on a des systèmes, par exemple, d'intelligence artificielle qui réparent du code. Hein. On a des moteurs de réparation de code donc, qui font du bug fixing et donc qui créent de la ligne de programme, du programme informatique, qui lui-même, normalement, est protégé par le droit d'auteur. Et donc, il faut savoir finalement à qui ça appartient, parce que ça peut commencer à avoir véritablement de la valeur pour les entreprises. On a aussi des systèmes qui se parlent entre eux, qui créent en fait des langages de programmation entre eux. On a aussi beaucoup de systèmes, et c'est là où ça devient compliqué avec l'intelligence artificielle, qui justement, du fait de leur caractère autonome, des phénomènes d'apprentissage, vraiment dépassent évidemment, c'est bien le principe des systèmes d'intelligence artificielle, dépassent en fait leur programmation, dépassent ce qu'un humain aurait fait, en tout cas dépassent les instructions du programmateur d'origine, et donc créer des choses. Donc, comment les protéger? Là aussi, on a un peu quelques difficultés à appliquer des raisonnements classiques de propriété intellectuelle à la protection des créations de l'intelligence artificielle. Alors, on commence à avoir en droit des brevets des premières décisions sur le sujet, hein, à la fois aux États-Unis devant l'Office américain des brevets, et on a aussi des décisions très récentes du mois de janvier devant l'Office européen des brevets sur une invention dont l'inventeur, la personne physique, hein, enfin l'inventeur, l'être humain souhaitait faire déposer au nom d'une intelligence artificielle et l'Office européen des brevets comme l'Office américain des brevets ont rejeté en fait cette tentative de protection puisque tous les deux considérant que pour être inventeur, il fallait être un être humain. On a un autre exemple en matière de droit d'auteur, alors qui n'est pas directement lié à un exemple d'intelligence artificielle, mais qui est quand même fort sympathique, comme vous pouvez le voir. C'est le fameux Selfie Monkey. Donc ça, c'est je crois, un macaque en Indonésie ou à Jakarta. Et donc, l'histoire veut que un journaliste un journaliste ou quelqu'un qui étudie la faune et la flore de ces contrées avait perdu son appareil photo, l'a retrouvé quelques jours après, et entre-temps, il était tombé dans les mains de ce fameux macaque qui avait fait des selfies. Bon, il a plutôt bien réussi. Moi, je n'arrive pas à faire des selfies aussi jolis de moi-même. Et donc, la question s'est portée ensuite de savoir, comme cette photo est devenue virale, la question a été de savoir si est-ce qu'il y avait un droit d'auteur sur la photo, donc du créateur de la photo, le journaliste en question souhaitant récupérer ce droit d'auteur pour pouvoir en fait utiliser commercialement, exploiter commercialement la photo et reverser les bénéfices de cette exploitation à la protection de la faune et de la flore du pays en question. Et il a été jugé que, étant donné que ce n'était pas un être humain qui avait pris la photo, il n'y avait pas de droit d'auteur, et la solution est assez classique, effectivement, en droit d'auteur, en tout cas en droit français, hein, c'était aux États-Unis que ça s'est passé, mais en droit français, en droit d'auteur, il faut qu'il y ait une création qui, le seuil de protection et le critère de protection, c'est qu'il faut que l'œuvre exprime la personnalité de son auteur, et par auteur, on entend bien quelqu'un qui soit une personne physique. Ensuite, on a une certaine difficulté pour le droit d'auteur et pour les brevets, effectivement. On a une impossibilité juridique aujourd'hui, et maintenant, on a un certain nombre d'institutions internationales comme la Commission européenne, le Parlement européen, mais aussi l'OMPI, hein, qui est un office de protection de la propriété intellectuelle internationale, qui commence à réfléchir effectivement à la modification ou la création d'un droit spécifique ou l'aménagement notamment du droit d'auteur en fait, pour permettre la protection des créations de l'intelligence artificielle. Deuxième sujet dont je voulais vous parler ce matin, excusez-moi, je vérifie le timing pour ne pas pour vous laisser la possibilité de poser des questions. Donc parfait, très bien. Le deuxième sujet dont je voulais vous parler, c'est des sujets de responsabilité. Et en fait, pour faire le parallèle avec la problématique de
la protection de l'intelligence artificielle et de ses créations, on va voir là aussi qu'il y a probablement un besoin d'adapter la réglementation applicable au phénomène d'intelligence artificielle et particulièrement, ou dans un des phénomènes qui a été le plus étudié à ce stade, que sont les véhicules autonomes. En matière de responsabilité, donc là, le challenge, c'est de vous faire en 2 minutes le résumé d'une centaine d'années d'évolution du droit de la responsabilité, voire plus, même 200 ans d'évolution. En fait, on est parti en droit de la responsabilité. Donc, la responsabilité, c'est savoir, à partir du moment où il y a une faute ou un dommage, qui va réparer ce dommage. Ça sert à ça, le droit de la responsabilité. Et on est parti du Code civil napoléonien, 1804, la responsabilité du fait personnel et la responsabilité du fait des choses. En fait, on sépare bien ça des deux choses de manière assez claire. La responsabilité du fait personnel, c'est défini à l'article, alors maintenant c'est 1240, avant c'était 1382 pour les plus anciens. Article 1240 du Code civil, donc écrit en 1804, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Donc là, on a bien une faute directe entre une faute, un préjudice, un lien de causalité, et on a bien une faute d'un homme. C'est même purement et simplement écrit dans le Code civil, et très clairement, ça ne pourrait pas s'appliquer aujourd'hui, en tout cas, à une intelligence artificielle, étant donné que la singularité, qui est le moment où l'intelligence artificielle va devenir aussi intelligente que l'homme, n'est pas arrivée. Donc, l'homme et l'intelligence artificielle sont encore deux choses très différentes. Enfin, un sujet de droit d'un côté et une chose de l'autre côté, donc ce sont des choses différentes d'un point de vue juridique et en particulier en termes de responsabilité. Donc, responsabilité du fait personnel, ça ne s'applique pas. On a quand même rapidement autre chose qui est la responsabilité du fait des choses et qui est effectivement un dommage causé par l'intermédiaire d'une chose. Donc, la manière dont ce régime juridique est construit, c'est qu'on va regarder si la chose en question a un vice, donc, par exemple elle explose ou c'est un immeuble qui s'effondre ou un comportement anormal. Et là, le responsable, c'est le gardien. Et le gardien, c'est celui qui a l'usage, le contrôle et la direction de la chose, avec des subtilités tout ça est extrêmement subtil et très casuistique en fait dans l'approche de la jurisprudence et de la réglementation, avec des différences compliquées sur notamment des objets qui sont des objets complexes et qui présentent des risques internes, par exemple comme une télévision, où là, on va dire il y a deux choses différentes. Il y a deux choses différentes, en fait. Il y a la garde de la structure et la garde du comportement. Donc, le gardien, c'est celui qui va être responsable. Normalement, c'est celui qui a, encore une fois, l'usage, le contrôle et la direction de la chose. Mais dans une télévision, par exemple, vous avez, vous, en tant qu'utilisateur, seulement, en fait, garde de la structure, c'est-à-dire que elle est posée quelque part. Si elle tombe, c'est assez logique que ce soit vous qui étiez gardien qui soyez responsable. Par contre, s'il y a une explosion interne, alors c'était plus vrai à l'époque où il y avait des tubes cathodiques dans les télévisions, c'est moins vrai sur les écrans plats, le comportement lui-même relève plutôt de la responsabilité du fabricant, dont on considère qu'il reste gardien du comportement de la chose. Et donc on a effectivement une jurisprudence très compliquée, très casuistique, et qui, compte tenu de la problématique de l'usage, du contrôle et de la direction, notamment du contrôle, en fait, pose des difficultés assez complexes quand on le confronte à des systèmes d'intelligence artificielle dont le principe même est de mimer donc, les comportements humains et donc d'avoir des comportements en fait autonomes et dont effectivement on a en fait plus personne, en tout cas plus de personnes physiques, n'a véritablement complètement le contrôle et donc on y reviendra pour le véhicule et donc sort de la notion de gardien. Ça, c'est les deux régimes très généraux, la responsabilité du fait personnel, la responsabilité du fait de chose. Et on a les régimes, spéciaux qui ont été développés plus récemment qu'il y a 200 ans, et dont deux sont intéressants aujourd'hui. Il y en a d'autres, mais c'est notamment la responsabilité du fait des produits défectueux. La responsabilité du fait des produits défectueux, c'est en fait une responsabilité quelque part sans faute. On oublie la faute, on regarde juste savoir si le produit, on avait en fait une attente légitime de sécurité dans le produit. Il y a un dommage, on va le réparer et on va regarder si le producteur, donc celui qui a réalisé ce produit,
qu'il a mis sur le marché, est-ce que ce produit-là remplit bien l'attente légitime de sécurité que doit avoir ce type de produit. Donc, un certain nombre de particularités de ce régime, c'est d'avoir des causes d'exonération. Donc, je suis producteur, j'ai mis quelque chose sur le marché, mais je devais faire attention et assurer la sécurité du produit. Donc, vous mettez une voiture sur le marché, elle doit freiner, par exemple, mais il y a un certain nombre de causes d'exonération, dont notamment ce qu'on appelle le risque de développement, qui est très utilisé en matière de produits pharmaceutiques, et le risque, mais qui s'applique également dans la problématique d'intelligence artificielle. Le risque de développement, c'est le fait de dire que, en fait, compte tenu des circonstances, il y a le défaut qui a causé le dommage, donc ce risque par rapport à la sécurité du produit, en fait, n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation, ou alors le défaut est né postérieurement. Et typiquement, quand on est dans des systèmes évolutifs de type intelligence artificielle, machine learning, avec je mets au départ dans la machine deux hypothèses, et puis finalement, à force d'étudier des cas, la machine change complètement d'hypothèse, trouve d'autres hypothèses beaucoup plus, vraiment différentes. Effectivement, on peut avoir un vice qui naît ultérieurement et postérieurement à la mise en circulation. Et on a un autre exemple aussi, qui est que le risque en question le défaut lui-même, les techniques, l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment où le produit a été mis en circulation ne permettait pas de déceler l'existence d'un défaut. Donc on a des exceptions en fait qui sont assez naturelles pour permettre quand même le progrès technique, mais qui néanmoins ne sont pas forcément adaptés à des systèmes autonomes comme ceux dans lesquels sont embarqués des systèmes d'intelligence artificielle. Autre problématique aussi d'ailleurs, c'est qu'on parle de produits, beaucoup de produits, la responsabilité du produit défectueux, c'est applicable aux produits, et or l'intelligence artificielle, ce n'est pas nécessairement des produits, c'est souvent plutôt des systèmes informatiques, et ça ne rentre pas du tout dans le régime spécial de responsabilité du fait des produits. Un dernier petit point, les accidents de la circulation. Je vais passer très rapidement parce que je vois que l'heure tourne. Le régime spécial des accidents de la circulation, c'est la responsabilité, c'est le conducteur, donc c'est celui qui est maître de son véhicule. Et comment ça fonctionne? En fait, ça fonctionne surtout du point de vue de la victime. C'est vraiment un régime qui est tourné sur la victime, comme le produit défectueux d'ailleurs d'une certaine manière. Au travers d'une obligation d'assurance, donc tout le monde est obligé d'être assuré, et pour ceux qui ne sont pas assurés ou ceux qui sont victimes de quelqu'un qui ne serait pas malheureusement assuré, il y a une logique de fonds d'indemnisation. En matière donc ça c'est vraiment un schéma très général de la responsabilité de la problématique de la responsabilité. En matière de véhicules autonomes, vous avez tous entendu parler des niveaux, j'imagine, des niveaux d'automatisation du véhicule autonome, des véhicules. Aujourd'hui, on est à peu près, on est au niveau 3, donc il y a toujours besoin d'un conducteur. On a, pour vous faire un panorama extrêmement rapide du véhicule autonome, donc qui est l'une des applications phares, on va dire, de l'intelligence artificielle. On a une réglementation qui commence vraiment à se mettre en place, notamment au travers de la possibilité de faire des expérimentations. En France, on a des expérimentations en cours et qui sont autorisées et dont le régime juridique est réglé par la loi Pacte, qui est une loi qui date de 2019, de mai 2019. Et tout ça arrive. Maintenant, on a toujours une délégation, en fait, y compris dans la loi Pacte, on a toujours à tout moment la nécessité qu'il y ait une personne qui soit en mesure de reprendre le contrôle du véhicule pour assurer la sécurité des biens et des personnes qui sont soit dans le véhicule, soit autour du véhicule. Donc, on a véritablement un besoin d'une supervision, donc qui n'est pas nécessairement d'ailleurs une supervision dans la voiture, donc avec quelqu'un derrière le volant, mais c'est quelqu'un qui doit être derrière un volant virtuel en permanence
à côté du véhicule. Donc ça, c'est le niveau 3 aujourd'hui, et typiquement, c'est un niveau qui ne permet pas de s'endormir tranquillement au volant, puisqu'il faut tout le temps être en mesure de maîtriser et de reprendre à tout moment le contrôle du véhicule. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des systèmes qui permettent de vérifier si vous n'êtes pas en train de vous endormir au volant, parce que sinon la voiture s'arrête toute seule. En tout cas, vous réveille très fort. On a quand même une actualité juridique assez forte et assez fournie dans ce domaine de la réglementation, en fait, hein, des véhicules autonomes, hein, toujours de niveau 3. On a par exemple au mois d'avril de cette année un règlement qui a été, non, au mois de juin, pardon, vraiment, excusez-moi, qui date vraiment il n'y a même pas 15 jours, un règlement mondial sur les véhicules autonomes, hein, qui a été adopté au niveau de l'ONU, hein, et en particulier dans les pays signataires, il y a l'Union européenne, et donc ça va venir petit à petit en France. Et donc là, on est sur la réglementation, donc extrêmement détaillée, hein. Il y a un document de 60 pages qui nous explique, en fait, qui définit les exigences en matière de système automatisé de maintien dans la voie. Donc, ça, on est vraiment sur une application particulière, hein, du véhicule autonome, et qui est vraiment un niveau de niveau 3 qui commence un petit peu à aller vers le niveau 4, puisque en fait, on autorise ce type d'utilisation, et vraiment dans des conditions particulières. On a quand même des logiques de dire que le système de maintien dans la voie, donc on peut effectivement lâcher le volant, mais il ne faut pas que ça fonctionne au-delà de 60 km/h. Il faut effectivement toujours qu'il y ait quelqu'un que le conducteur soit toujours en mesure de reprendre le contrôle du véhicule. On a également un point assez intéressant d'ailleurs dans cette réglementation, parce que c'est un sujet que je n'ai pas eu l'occasion d'aborder, mais qu'il faut aborder dans le cadre de l'intelligence artificielle, qui est notamment des exigences de sécurité des exigences en matière de protection et de mise en place de systèmes de cybersécurité, en fait, autour de l'ensemble de ces systèmes-là, pour justement éviter la prise de contrôle par des tiers. C'est des sujets toujours intéressants et importants dans ce domaine. Pour finir ce panorama malheureusement trop rapide des aspects juridiques de l'intelligence artificielle, quelques réflexions un petit peu de prospective. Ce que j'ai essayé de vous montrer ce matin, c'est que d'une certaine manière, la réglementation applicable, elle existe en fait, hein, et donc une grande partie du travail des juristes et des avocats en particulier, quand on est vraiment confronté à des nouveaux projets, c'est d'essayer d'appliquer la réglementation existante à des nouveaux phénomènes en fait, hein. C'est ce qu'on a fait pendant 20 ans sur Internet et on continue encore aujourd'hui. C'est ce qu'on va faire pour les 20 prochaines années sur l'intelligence artificielle. Parfois, il y a besoin quand même d'impulsion réglementaire, et c'est pour ça que et de changements de législation, et c'est pour ça que j'ai insisté en particulier sur les deux sujets, hein, de la protection de l'intelligence artificielle et de ses créations, et finalement la protection des utilisateurs, hein, qui est la logique de responsabilité. Là-dessus, notamment sur la partie responsabilité, il y a deux choses qui apparaissent, hein. On voit dans les travaux du Parlement européen, dans les travaux d'autres organismes, effectivement, une tendance autour de soit la modification, la modification effectivement de la réglementation applicable en matière de produits défectueux, donc pour faire quelque chose qui soit plus adapté à des systèmes d'intelligence artificielle et qui définissent plus clairement, voilà, qui pourrait être le responsable d'une intelligence artificielle défectueuse. On a aussi, de la même manière et en parallèle un petit peu de ce qui se passe en matière d'accidents de la route, des logiques d'assurance et de fonds d'indemnisation qui, en tout cas, sont suggérés, hein, qui pour l'instant ne voient pas le jour, mais qui sont suggérés pour justement, en fait, d'une certaine manière, mutualiser le risque et obliger l'ensemble des participants à s'assurer, à créer des fonds d'indemnisation pour faire que, in fine, à la fin, si jamais il y a un dommage lié à un robot ou à un véhicule autonome, il y ait une obligation, enfin une indemnisation, en tout cas des victimes, et après, charge aux autres partenaires du développement et producteurs
utilisateurs, etc., de se répartir la responsabilité entre eux et entre professionnels pour faire en sorte que la victime elle-même soit protégée. On a eu à un moment donné, mais c'est moins vrai aujourd'hui, la tentation de considérer que l'intelligence artificielle, un jour ou l'autre, pourrait devenir un sujet de droit et non plus un objet de droit. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis l'affiche du film, vous avez peut-être vu, de Bicentennial Man avec Robin Williams, qui est effectivement toute l'histoire d'un robot qui en fait, cherche à obtenir la confirmation qu'il est un être humain. C'est exactement ça. Donc là, on est quand même dans la science-fiction, hein, et dans la futurologie, mais on ne sait pas, peut-être qu'on verra ça, de notre vivant. Les gourous de l'intelligence artificielle, et en particulier Ray Kurzweil, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est le patron des laboratoires d'intelligence artificielle de Google, prévoyait 2007, la singularité, c'est-à-dire le moment où justement l'intelligence artificielle devient aussi intelligente que l'être humain, aux alentours de 2030. C'est peut-être un tout petit peu optimiste, mais bon, finalement, on verra peut-être ça de notre vivant. Donc, il va se passer encore plein de choses intéressantes à venir, voilà, dans le futur et dans le futur proche. Voilà. Est-ce que vous avez on peut passer aux questions. J'étais un petit peu plus long que prévu, Jean-Pierre, mais voilà. J'espère que c'était intéressant. Et je vois qu'il y a quelques questions. Jean-Pierre, tu es sur mute, hein. Je sais pas, c'est toi qui… D'accord, voilà, ça y est. Merci Bertrand. Nos questions. Jean-Pierre, je réponds. Je vois qu'il y a quelqu'un a posé une question directement là, dans l'application questions-réponses. Donc, je vais peut-être faire effectivement la réponse là-dessus. Alors, la question, pour ceux qui la lisent pas, c'est quelle application du principe des précautions à l'intelligence artificielle et qui en est garant? Alors, la première des choses, c'est de savoir s'il y a vraiment une application, enfin, si le principe de précaution s'applique véritablement à l'intelligence artificielle. Alors, le principe de précaution a été intégré dans la Constitution française sous Chirac, donc il y a déjà quelques années. Il n'y a pas forcément c'est un aspect complexe à gérer d'un point de vue juridique. En fait, c'est rarement une norme qui s'applique assez directement sur une activité économique ou une activité de développement. Je pense que ce qui est le plus réel et le plus concret d'un point de vue juridique aujourd'hui, c'est quand même que c'est la logique de risque de développement en fait liée à la responsabilité du fait des produits défectueux, qui permet quand même d'une certaine manière de développer des produits et en partie des robots, des applications qui incluent de l'intelligence artificielle compte tenu de l'état des connaissances techniques et scientifiques à aujourd'hui, donc en essayant dans toute la mesure du possible de respecter ce principe de précaution et de maîtriser les différents risques que les inventions, les développements en cours pourraient poser et créer aux utilisateurs futurs. Mais qu'effectivement, il y a encore cette partie de je ne pouvais pas prévoir aujourd'hui parce qu'en fait, je ne savais pas que ça existait et que ce risque allait se concrétiser, que cette utilisation, ce système allait être utilisé dans telle ou telle circonstance ou allait produire tel ou tel résultat qui sont par nature non prédictibles puisqu'ils sont dans des systèmes dynamiques dont on n'a pas écrit l'ensemble des scénarios puisque c'est bien le principe même de ces systèmes d'intelligence artificielle. Pour répondre à la question qui en serait le garant, en fait, les discussions, et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on repasse sur des régimes de responsabilité en fait sans faute, et qui consiste juste d'une certaine manière, en fait, qui en résumé consiste à dire, voilà, il y a eu
il y a eu un dommage, donc d'abord on l'indemnise et quelque part ensuite on règle la question de qui en est responsable. Là, en responsabilité notamment des produits défectueux, pour reprendre un parallèle qui est assez utile, en fait, du point de vue de la victime consommateur, l'ensemble de la chaîne de production, de distribution peut être tenu pour responsable. Donc, vous avez un importateur, par exemple, qui est responsable, un distributeur qui est responsable, le fabricant, le mainteneur, enfin, l'ensemble des intervenants dans une chaîne de valeur, de distribution, de production et distribution d'un produit complexe qui pose un problème de sécurité peut être mis à contribution et être appelé par le consommateur, par la victime. Et clairement, c'est vers ce type de système qu'on se pose, qu'on s'oriente pour régler la question de la responsabilité liée à l'usage de l'intelligence artificielle. Donc ça règle le problème de la victime, ça ne règle pas vraiment le problème entre les producteurs, le programmateur, la personne qui a eu l'idée, la personne qui a fait le réglage, la maintenance, etc. Donc ça, en fait, c'est des choses qu'on va régler dans les contrats entre les différents intervenants. De la même manière qu'on les règle en fait aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez, je ne sais pas, dans le domaine de l'automobile, pour rester sur un domaine dont j'ai déjà parlé, vous avez des chaînes de responsabilité. Le constructeur est le premier responsable si jamais c'est le véhicule et un vice interne au véhicule qui a posé un problème ou un risque ou un défaut de sécurité d'attente légitime de sécurité qui a posé un problème. Maintenant, le constructeur, via des contrôles et des contrats avec l'ensemble de ses sous-traitants, continue organise le partage des responsabilités entre lui et l'indemnisation qui va nécessairement apporter à une victime, et puis, je ne sais pas, le fabricant de la plaquette de frein défectueuse, le fabricant du système de frein, le concepteur des capteurs qui ont fait que ça n'a pas freiné au bon endroit et au bon moment, etc. Donc, c'est comme ça qu'on règle, et ça, on va le régler effectivement plutôt par contrat. J'espère, M. Chapelle, avoir répondu à votre question. Une question, alors deux autres questions, je vais essayer de continuer d'y répondre. Donc, question, est-ce qu'il y a des particularités légales dans le croisement entre le droit de l'intelligence artificielle et le domaine de droit lié à la bioéthique et à la médecine? Alors, effectivement, c'est un sujet que je n'ai pas eu le temps d'aborder aujourd'hui. On se pose des questions, oui, beaucoup de questions, et probablement dans le cadre de la révision de la loi bioéthique qui est en cours, c'est des sujets qui vont être abordés, puisque l'intelligence artificielle sert beaucoup dans le domaine aujourd'hui dans le domaine médical et pose en fait des problématiques qui sont en fait assez proches de celles dont j'ai déjà parlé, notamment en termes de responsabilité. En fait, il y a deux facettes. On voit beaucoup d'applications d'intelligence artificielle dans le domaine de l'imagerie médicale, donc de l'imagerie médicale au sens large, j'allais dire radiologie, mais pas seulement. On a une vraie capacité, alors c'est peut-être plus des choses qui sont dans la presse qu'autre chose, mais c'est vrai qu'on voit des tests régulièrement dans la presse entre j'ai donné, j'arrive à mieux dépister, l'intelligence artificielle ou des systèmes d'intelligence artificielle arrivent à mieux dépister tel type de cancer qu'un panel de radiologues ou de dermatologues expérimentés, etc. Donc ça, c'est des vrais sujets. Aujourd'hui, les applications restent des applications d'aide à la décision, essentiellement. Voilà, il y a toujours un médecin, et c'est toujours un médecin à un moment donné qui prend la responsabilité, qui prend la décision et donc la responsabilité d'une éventuelle erreur médicale. On n'a pas encore vu, mais ça va sûrement arriver à un moment donné, l'inverse, c'est-à-dire vous êtes médecin, vous n'avez pas utilisé un système d'intelligence artificielle, donc est-ce que ce n'est pas une erreur médicale de ne pas l'utiliser alors que ce système est disponible et aurait en fait obtenu de meilleurs résultats? Donc ça, pour l'instant, on l'a pas vu arriver dans les tribunaux, ça je ne l'ai pas vu en tout cas, mais
ça arrivera probablement, parce qu'il y a des gens qui vont y penser, si ce n'est pas en France, au moins aux États-Unis, hein, ils adorent faire des procès sur tout et n'importe quoi. Donc, on est un petit peu au début. Sont des systèmes, voilà, on a quand même encore et toujours un grand contrôle de l'être humain dans le domaine de la médecine. On a des vraies questions sur l'évolution de la profession médicale face à l'intelligence artificielle. Mais pour l'instant, à mon sens et à ma connaissance en tout cas, on a moins de problématiques qu'un véhicule complètement autonome. On n'a pas d'intelligence artificielle complètement autonome dans le domaine de la médecine, pour le dire comme ça. Mais ça va finalement arriver. Alors, juste encore deux autres questions. Alors, je vais peut-être répondre dans le sens inverse de l'ordre dans lequel elles ont été posées. Alors, les grands acteurs de l'intelligence artificielle sont maintenant mondiaux, effectivement, les GAFA, enfin Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, Netflix, Uber, etc. Baidu pour la partie, effectivement, les Baidu, Tencent, etc. Donc, les parties pour les acteurs chinois, Alibaba, etc. La réponse, effectivement, la question est de savoir comment ça s'organise au niveau international. Si je me permets de reformuler ou de problématiser la question, effectivement, l'une des difficultés, c'est que faire un régime de responsabilité ou un régime de protection spécifique à l'intelligence artificielle, spécifique à la France ou à l'Italie ou que sais-je, ça n'a pas véritablement de sens aujourd'hui face effectivement à la fois à des acteurs de cette dimension et puis surtout à l'internationalité du phénomène. Et justement, la réponse, je crois que quelque part, elle a déjà été abordée. En fait, les organismes internationaux, hein, que ce soit l'ONU, l'OCDE, etc., travaillent sur ces… la Commission européenne, le Parlement européen travaillent sur ces problématiques et travaillent sur la question du statut juridique de l'intelligence artificielle, entre guillemets, enfin, statut juridique, entre guillemets, au niveau international. Et c'est vrai que clairement, d'un point de vue juridique, pour que c'est vraiment un impact, il faudrait vraiment que ce type de problématique soit organisé et réglé au niveau international, parce que ça paraît assez compliqué d'avoir effectivement des disparités, en tout cas des disparités fortes dans l'approche des réglementations dans les grandes zones économiques. Par exemple, la Chine, l'Europe et les États-Unis. Une fois qu'on a fait ça, on a quand même une grande partie du marché mondial, ou disons dans le G20. Et une fois qu'on aura ça, on aura déjà quelque chose d'assez structuré. Donc ça s'organise effectivement au travers des travaux faits par les organisations internationales sur le sujet. Une question intéressante de Madame Bonny sur la protection des œuvres créées conjointement par l'intelligence artificielle et par l'homme. Donc, le résultat des jurisprudences actuelles, des décisions de l'Office européen des brevets, l'Office américain des brevets, et puis le cas du Monkey Selfie dont je vous parlais, c'est que aujourd'hui, en fait, l'intelligence artificielle ne peut pas être titulaire de droits d'auteur, de brevets, etc. Donc, nécessairement, il y a un homme, au moins, ou une femme, un être humain, nommé dans la demande de brevet ou qui pourrait se revendiquer titulaire de droit d'auteur. Donc, en fait, la protection, elle est effective, ou elle est surtout exclusivement aujourd'hui au bénéfice de l'être humain et pas de l'intelligence artificielle. À ma connaissance, dans les travaux que j'ai pu voir passer sur les évolutions éventuelles du droit d'auteur sur ces sujets-là, on a le concept d'œuvre hybride n'a pas été évoqué. On est plutôt soit c'est des travaux autour de la création d'un nouveau type de protection, soit l'adaptation du droit d'auteur. Et dans l'adaptation du droit d'auteur, on aura ensuite l'application des règles sur des œuvres où il y a plusieurs auteurs. Et ça, c'est des choses
qui existent et qu'on pratique assez régulièrement. Donc, on a un corpus juridique qui nous permettra de répondre à ce type de questions. Mais aujourd'hui, il y en a pas. Une autre question sur alors, si les GAFA dominent le marché, quel est le positionnement des startups spécialisées en intelligence artificielle comme UiPath et autres? Quelle place peuvent-ils espérer? Alors, c'est pas vraiment j'ai pas vraiment une réponse juridique à cette question. Je pense que il y a plusieurs niveaux de réponse, mais un niveau de réponse, on va dire plus policy, ou en tout cas ou politique, on va dire, c'est que alors, c'était le cas. On attend un peu de voir, d'ailleurs, en tout cas pour la partie française, on attend un petit peu de voir comment le nouveau gouvernement s'organise en matière de numérique et d'intelligence artificielle. C'est vrai que quand on avait Cédric Villani qui a fait sa mission sur le développement, etc., de l'intelligence artificielle, on avait vraiment une forte impulsion gouvernementale sur ces sujets-là. Ça reste un sujet d'actualité. Il y a des travaux et des impulsions et des programmes, notamment au niveau européen. Donc, je dirais, si je prends ma casquette de personnes intéressées à ce qui se passe dans le domaine, on va dire, politique, parapolitique ou parapublic, et en particulier au niveau européen, il y a des programmes, il y a des impulsions, donc il y a de la place pour tout le monde en fait, et il y a de la place pour le développement et des incitations et des aides au développement de ce type d'activité. Après, est-ce que les GAFA plus BATC, plus les Chinois, les GAFA américains et chinois dominent le marché? Oui, certes, ils dominent le marché. Il ne faut quand même pas oublier que alors Amazon, Apple, c'est le plus vieux d'entre eux, puisqu'il a dû être créé tout début des années 80, et Microsoft de la même manière. Mais ce sont quand même des entreprises qui sont quand même relativement récentes. Google, ça a été créé en 98, si je ne me trompe pas. Facebook a 14 ou 15 ans, donc l'âge de ma fille. Donc, c'est le cas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en sera demain? En fait, on ne sait pas nécessairement. Moi, je pense que les bonnes idées et les bons cerveaux réussiront toujours. Donc, voilà. Mais après, c'est plus de la conviction personnelle. Ce n'était pas une réponse très juridique, même si j'espère avoir pu répondre à cette question. Mais voilà, il y a volonté. Voilà, il y a une volonté de développement au travers de la French Tech, des initiatives comme ça, notamment pour ce qui est la partie française de l'intelligence artificielle en France. Il ne faut pas oublier, je pense que c'est quand même un point extrêmement positif, que Facebook est allé, alors non seulement le boss de l'intelligence artificielle chez Facebook, c'est un Français, mais en plus Facebook a créé son laboratoire de recherche en intelligence artificielle en France. Et ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'on a quand même des gens extrêmement calés et compétents sur le sujet. D'un point de vue, alors une autre question d'un point de vue pratique, j'ai un projet en intelligence artificielle, donc en start-up entreprise, très bien. Félicitations, un très beau projet comme ça. Quelles étapes conseiller pour protéger la propriété intellectuelle du côté algorithme et données? Alors, à ce stade, véritablement, et notamment en phase de projet, la première des choses à faire, c'est de faire signer des accords de confidentialité à tout le monde. En fait, Vous rencontrez quelqu'un, vous faites un accord de confidentialité, vous le faites relire par un avocat, parce qu'il peut y avoir quelque chose trappe dans les accords de confidentialité. Et c'est comme ça, et c'est par le secret en fait que vous allez protéger vos développements aujourd'hui, notamment si vous êtes vraiment dans une phase de développement très initiale. C'est vraiment là où ça va être protégé. En fait, il faut savoir que ça, c'est vraiment la protection de base. Ensuite,
la protection par le droit d'auteur, donc du programme informatique, hein, donc ce n'est pas l'algorithme, hein, c'est vraiment la concrétisation de ces algorithmes, de cet algorithme via un langage de programmation dans un programme d'ordinateur. Cette protection-là, elle ne se fait pas par dépôt. En fait, il n'y a rien à faire pour l'obtenir. Elle vient du simple fait de la création en fait, et de la rédaction du programme d'informatique. Donc ça viendra avec et ça se constitue en fait d'une certaine manière un peu automatiquement et sans que vous ayez besoin d'aller déposer quoi que ce soit. Après, il y a des étapes de protection que vous pouvez prendre pour protéger les sources, pour vous ménager des preuves, parce que c'est quand même des choses assez importantes à faire à un moment donné. Maintenant, on est quand même sur des modèles, aller protéger les sources, on est plutôt sur des modèles un petit peu plus anciens de logiciels qu'on développe. Je ne sais pas si aujourd'hui, ça dépend quand même beaucoup des méthodes de développement et de la maturité du code que vous pouvez avoir développé, de savoir si ça vaut vraiment le coup de le déposer à un instant T pour créer un précédent et vous assurer, et vous créer une date certaine de dire oui, voilà, à cette date-là, mon code il ressemblait à ça. Enfin, c'était pas qu'il ressemblait, c'était que c'était ça. Ça, c'est mon code et c'est là-dessus que j'ai une propriété. C'est quelque chose qui peut être intéressant et le dépôt, il se fait soit à l'Agence pour la protection des programmes, un institut français, une institution maintenant française qui marche très très bien, soit il y a des prestataires extérieurs qui font ça aussi, ou vous gravez ça sur un DVD ou un DVD-ROM ou un clé USB et vous mettez ça chez un notaire, c'est pareil, ça donne une date certaine. Sur la partie données, c'est beaucoup plus compliqué, c'est plus une protection voilà, encore une fois, par le secret et puis par le fait que vous mettez en œuvre les bons outils de cybersécurité pour être sûr que personne ne vient vous le copier. Voilà. J'espère avoir répondu du mieux possible à vos questions. Si vous en avez d'autres, je vais vous remettre mes coordonnées très rapidement. Voilà, si vous voulez, on se connecte sur LinkedIn ou sur Twitter. C'est un compte, ce sont des comptes très corporate, donc il n'y a pas de choses très rigolotes dessus, mais j'y vais régulièrement. Voilà, encore une fois, je suis ravi merci à tous d'avoir participé à ce séminaire. Merci Jean-Pierre de m'avoir laissé l'opportunité, d'avoir offert cette opportunité. Et merci à l'INSEAD pour toute l'organisation. Il y a une dernière question. La question de dernière minute. La plupart du temps aujourd'hui, nous sommes en open source. Eh oui, effectivement. Oui. Donc, si nous mettons notre code sur Jube à la date donnée, est-ce que ça veut dire que le code nous appartient par défaut ou est-ce que vous recommandez de déposer une requête auprès de l'APP et au blockchain? Alors, il y a énormément de choses très intéressantes dans la question. Je ne suis pas sûr que dans la minute qui nous reste, ça va être possible de répondre à tout. Oui, effectivement, il y a beaucoup de développement en open source aujourd'hui. La particularité de l'open source, c'est justement non pas ne pas créer de droit d'auteur, mais c'est de limiter la possibilité pour celui qui utilise des briques open source de limiter les conditions de réutilisation et en particulier de réutilisation payante des sources des créations qui ont été faites à partir des briques open source. L'open source, ça ne veut pas nécessairement dire que vous devez tout révéler. Ça veut surtout dire que si jamais vous le révélez, c'est-à-dire que si vous donnez en licence du code, c'est rarement le cas aujourd'hui parce qu'on est plutôt sur des systèmes en SaaS, hein, donc vous donnez rarement du code aux gens, mais c'est plutôt des sources qui vont rester sur les machines et c'est les gens qui vont venir piocher dessus, se connecter dessus via des API, etc. Et donc, c'est vraiment quand vous distribuez et vous redistribuez qu'il va falloir redistribuer en open source. Et c'est là où il y a véritablement perte de la valeur. Maintenant, quand vous utilisez l'open source, ce que vous créez, vous avez un droit d'auteur dessus, mais il est quand même limité. C'est vraiment uniquement sur la partie que vous créez. Et ce droit d'auteur, il va être limité puisque, encore une fois, si vous le redistribuez, donc vous le donnez en licence à un tiers, il va falloir le donner en licence en open source.
Et vous n'avez pas le droit de le donner en licence la plupart du temps. Vous n'avez pas le droit de le donner en licence payante. Donc c'est vrai que ça limite assez fortement la protection, même si ça reste votre propriété. Et que comme c'est votre propriété, effectivement, personne ne devrait pouvoir. Vous avez un droit, vous avez une protection à ce titre. Mais encore une fois, c'est vraiment sur la partie que vous avez créée à partir des briques. Hein. C'est vraiment la surcouche. Enfin, je ne sais pas après comment. Ça dépend de la manière dont c'est programmé, mais c'est vraiment le travail additionnel au-delà de l'open source hein, qui sera protégé et pas l'intégralité du code et en particulier pas les briques que vous êtes allé chercher dans une bibliothèque d'open source par définition librement disponible. Donc, est-ce que ça fait du sens de déposer cette partie-là auprès de l'APP? C'est un peu difficile de répondre. Je pense qu'il faudrait vraiment avoir une réponse, je dirais, technique en fait, hein, de savoir s'il y a vraiment quelque chose. Est-ce que c'est aussi quelque chose et un programme qui est capable de fonctionner de manière autonome, par exemple, autonome, non pas au sens d'intelligence artificielle autonome, mais autonome au sens de manière autonome par rapport aux briques d'open source que vous avez pu utiliser par ailleurs. Là, ça peut faire du sens. Si c'est vraiment des développements complètement imbriqués avec de l'open source, ça fait quand même, ça peut faire probablement moins de sens, quoi. Donc, c'est un peu voilà, c'est difficile d'apporter une réponse pratique dans ces conditions, mais ça peut effectivement être une idée. On a encore un peu de temps. On va à 10 heures. On va jusqu'à 10 heures. Ah, je ne pensais pas, je croyais que c'était 9h30. Il va y avoir des questions encore. Bon. S'il n'y a pas de questions, évidemment, on peut arrêter. Ce n'est pas interdit. Pouvez-vous suspendre le partage d'écran? Oui, d'accord, je vais suspendre, pardon. Alors. Je vais même arrêter de chaîne. Voilà. Très bien. Merci. Je vais retrouver le chat, il est au Q&A. Okay. Bon, très bien. Il y a une dernière question apparemment. Ah oui, très bien, pardon, je ne l'ai pas vu, je l'ai raté. D'accord. Revenons sur le territoire. Le droit est territorial, donc comment ça va-t-il évoluer? Oui. Oui, le droit et en particulier le droit de la propriété. Alors, ça dépend un peu des droits en fait. C'est-à-dire que le droit, notamment le droit des brevets ou le droit des marques, hein, en fait, ce sont juridiquement des titres de propriété intellectuelle et ce sont des titres qui sont délivrés par un État. Donc, effectivement, alors, à l'exception d'accords internationaux de type droit du type brevet européen, on a des titres qui sont géolocalisés d'une certaine manière, en tout cas très territoriaux. C'est beaucoup moins vrai en droit d'auteur, puisqu'on a en droit d'auteur, y compris la protection des programmes d'ordinateur. On a la Convention de Berne qui date du début du 19e siècle, du 20e siècle, pardon, du début du 20e siècle, et qui donc règle quand même et doit avoir été signé dans 210 pays sur les 220 qui existent dans le monde. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de protection des droits d'auteur en Afghanistan, en tout cas la dernière fois que j'ai regardé. Néanmoins, il y en a certainement dans l'ensemble des pays et cette protection, elle est quand même matériellement assez identique dans son principe et avec des principes de reconnaissance mutuelle qui font que quand on a un droit d'auteur sur un programme d'ordinateur en France, on peut le porter aux États-Unis, on peut le porter en Chine, on peut le porter dans d'autres pays sans trop de difficultés. Donc, il y a une partie de la réponse à votre question. Et oui, effectivement, il y a des titres qui sont très localisés, et en particulier, c'est le cas des brevets.
Mais il y en a d'autres qui le sont moins, des droits pour être intellectuels, et donc des outils de protection qui le sont moins, comme le droit d'auteur. Voilà, donc ça pose effectivement, c'est assez intéressant. Ce qui est aussi intéressant de noter, donc ça c'est par rapport au volet protection, par rapport au volet responsabilité, c'est encore, pour le coup, c'est encore plus vrai. C'est-à-dire que là, on est sur des matières qui sont très peu harmonisées. Mais vraiment, le sentiment que j'ai pour suivre ça de près, c'est quand même que les organes du type effectivement ONU, OCDE, Commission européenne qui réfléchissent à ces sujets-là ont vraiment conscience du fait que, notamment sur les systèmes de responsabilité, l'organisation de la responsabilité liée à l'usage de l'intelligence artificielle devrait se régler au niveau international. Donc, on peut quand même penser que ça devrait arriver dans ce sens-là. Notamment, quand on revient sur la problématique, si on fait un petit aparté sur la problématique de la personnalité juridique, par exemple, de l'intelligence artificielle, il y a des pays qui ont commencé à le faire. Je crois qu'en Arabie Saoudite, j'ai vu passer quelque chose là-dessus. Maintenant, ça ne fait pas vraiment de sens avant qu'il y ait vraiment une harmonisation internationale, ou en tout cas un consensus international sur la possibilité d'avoir un nouveau sujet de droit qui ne soit plus exclusivement un être humain, mais autre chose. Et ça nécessitera effectivement une approche internationale. Et c'est, à mon sens, en tout cas, c'est probablement ce vers quoi on va tendre. Une autre question également qui revient sur l'idée d'être coupable de ne pas avoir utilisé un équipement de diagnostic médical effectivement approprié. Les droits ne sont pas différents. En France, obligation de moyens. Aux États-Unis, obligation de résultat. Alors, je ne connais pas suffisamment bien le régime de responsabilité médicale aux États-Unis pour vous dire que c'est effectivement une obligation de résultat. Je connais un petit peu mieux, mais ce n'est pas non plus mon domaine d'expertise quotidien, le régime de responsabilité médicale en France. C'est effectivement une obligation de moyens. Maintenant, obligation de moyens dit bien mettre en œuvre les moyens appropriés pour atteindre le résultat recherché. Le résultat recherché étant la guérison de la personne ou la prévention de la maladie. Donc, pour moi, c'est pas impossible, effectivement, pas complètement impossible, en tout cas, de rechercher un cas de responsabilité médicale pour défaut d'utilisation de moyens, des moyens appropriés dans un contexte de droit français. L'objet de ma réflexion et de ma petite pique sur le système juridique ou judiciaire américain, mais en fait indirectement sur le système français aussi, et on pourra revenir dessus, c'est surtout une différence d'appréciation, en fait. C'est-à-dire que d'appréciation et de rationalité à la fois des demandes et puis surtout de rationalité des juges, en fait, parce que ce qu'on voit, excusez-moi, c'est peut-être un petit peu rapide comme analyse, mais on voit quand même qu'aux États-Unis, on arrive, les plaignants, les avocats extrêmement sophistiqués, comme le cabinet White & Case, entre autres, mais on ne fait pas ce genre de choses, sont capables effectivement d'articuler des demandes qu'on trouverait très farfelues, ou qu'on trouverait d'ailleurs pas forcément farfelues d'un point de vue juridique en France, mais auxquelles les juges ne donneraient pas droit parce qu'ils gardent un côté, je dirais, rationnel, en fait, pied sur terre, et une mesure dans à la fois l'acceptation de théories juridiques nouvelles et aussi dans l'allocation de dommages et intérêts. Voilà, c'est essentiellement sur ce type de différence que je voulais pointer. S'il y a effectivement en plus une différence au niveau d'obligation, donc entre une obligation de moyens qui donc consiste à
n'être responsable que si on n'a pas mis tous les moyens en œuvre, par rapport à une obligation de résultat où là, pour le coup, si on n'arrive pas au résultat promis, on est directement responsable, quels que soient les moyens qu'on a mis en œuvre. C'est sûr que ça changerait de manière significative le résultat d'une action en responsabilité. D'une manière générale, que ce soit en France ou ailleurs, en matière de responsabilité, et je pense que c'est pas lié d'ailleurs à l'intelligence artificielle, mais j'en ai parlé à l'occasion de l'intelligence artificielle aujourd'hui. On voit quand même globalement qu'il y a un renforcement des droits de la victime. Hein. On vit dans un monde où on ne peut plus, on doit être indemnisé pour tout, on doit plus être malade, bientôt on ne doit plus mourir. Et donc, quelque part, l'augmentation de la responsabilité des médecins, mais aussi des avocats, mais aussi des constructeurs automobiles et des concepteurs de systèmes d'intelligence artificielle augmente à mesure que la société n'accepte plus, en fait, n'accepte plus l'erreur, l'échec et le dommage, quoi. Et là, on passe peut-être sur des sujets un petit peu plus philosophiques que juridiques. Bertrand, aurais-tu un cas de responsabilité dont tu pourrais nous parler pour illustrer de façon concrète? La difficulté par rapport à la responsabilité, enfin, il y a un cas auquel on pense que je pense sur le véhicule autonome, dont je voudrais vous parler, mais c'est vrai que la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, pour parler de responsabilité, on reste sur des systèmes, qui sont, on va dire, faiblement autonomes, ou en tout cas en particulier dans les systèmes qui sont en interaction avec des êtres humains et donc susceptibles de causer des dommages. On est sur des systèmes qui restent encore très faiblement autonomes, en fait, d'une certaine manière. Donc, on n'a pas vraiment on a peu de cas, en fait, et finalement heureusement. Ce dont je pourrais vous parler, c'est le cas du véhicule Uber là, qui a percuté un piéton et qui a d'ailleurs causé le décès du piéton en question, hein, et qui a, à la suite de quoi, je crois que c'était en Arizona, hein, et les expérimentations d'Uber en particulier, mais d'autres voitures autonomes ont été bloquées pendant plusieurs mois à la suite de cet accident malheureux et mortel. En fait, ce qui a été, je crois, d'après ce que j'ai lu, ce qui a été analysé, c'est que en fait, le système n'a pas reconnu, alors c'était dans des conditions assez particulières, de mauvaise luminosité, un angle d'approche, on va dire, pas commun. Voilà, la personne dans un endroit où c'était assez peu probable de rencontrer un être humain, etc. Bon, il y a clairement, et c'est ce qui a été reconnu, il y a eu une erreur d'analyse, en fait, une erreur de programmation du système qui n'a pas reconnu, alors qu'il aurait dû le faire, qui n'a pas reconnu l'être humain, un être humain, qui, je crois, confondait ça avec ce qui aurait pu ressembler à un sac poubelle ou quelque chose comme ça, ce qui n'est pas très élégant pour la personne en question. Et très clairement, là, la responsabilité d'Uber d'abord a été engagée, parce que c'était Uber qui opérait la machine. Et ce dont je ne connais pas les particularités du cas d'espèce, je ne sais pas s'il y avait un chauffeur ou en tout cas quelqu'un susceptible de reprendre le contrôle du véhicule à ce moment-là, parce que sinon, en tout cas, en l'espèce, clairement, aujourd'hui, si ça avait été une question de droit français, ça aurait été le conducteur qui aurait été responsable, puisque même si, en fait, s'il n'était pas suffisamment attentif et s'il n'avait pas les mains sur le volant, c'est encore pire, puisqu'il a un défaut de maîtrise de son véhicule. Donc, c'est lui qui aurait été amené à engager sa responsabilité sur le sujet. Peut-être pour rester sur le
le véhicule autonome ou le driverless car, comme l'appellent les driverless véhicules, comme l'appellent les Américains. Ce que j'aime bien, parce que ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de driver. Je voulais juste vous inviter à réfléchir quelques minutes sur les conséquences en fait de ce type d'innovation. Qui sont évidemment des conséquences, qui risquent d'avoir et qui peuvent avoir des conséquences assez importantes dans énormément d'industries. Et donc, moi, je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'on est vraiment au cœur de la révolution de l'intelligence artificielle. Et on va voir, et ça va avoir des impacts sur un nombre d'industries, un très grand nombre d'industries. Et ça va aussi avoir, en fait, pour moi, dans ma pratique, finalement, en tout cas en termes de stratégie d'un cabinet d'avocats qui doit répondre aux besoins de ses clients, ça peut avoir aussi un intérêt à suivre. Donc, juste dans les chaînes de conséquences d'un véhicule, de la conception d'un véhicule autonome, il va se passer plein de choses. Donc, il va y avoir moins d'accidents, ça c'est ce qu'on peut espérer, mais moins d'accidents, ça veut dire aussi moins de donneurs d'organes, parce que c'est la triste réalité, mais en fait, les victimes d'accidents de voiture sont de très bons donneurs d'organes, en tout cas remplissent une partie de la demande, qui va avoir probablement deux sous-conséquences. La première, c'est l'augmentation du marché noir, et ça c'est assez terrible, et donc ça c'est plutôt un travail pour les forces de police, mais c'est aussi des opportunités finalement sur des organes artificiels, l'impression 3D d'organes artificiels, ou alors des organes vraiment artificiels comme le cœur Carmat, etc. Donc on est vraiment ça va avoir un effet de bord en fait sur ce type de choses. Et derrière, d'un point de vue juridique, en fait, sur les opportunités, l'investissement dans ce type de secteur, des opérations de fusion-acquisition, des opérations d'investissement, et pourquoi pas des questions de responsabilité aussi derrière. Donc on a vraiment, on part d'un véhicule et on arrive à des choses très différentes. On parle aussi d'un véhicule qui est censé fluidifier le trafic, et donc vous pouvez imaginer tout ce que ça va avoir comme conséquence dans la fluidité du trafic, notamment sur le trafic ferroviaire, éventuellement sur le trafic aérien, sur les temps de transport, la manière dont on consomme la voiture. Donc, il y a vraiment beaucoup d'études à réfléchir, et c'est un sujet sur lequel, à titre personnel et au sein de White & Case, je ne suis pas le seul à réfléchir, mais en tout cas, je participe à la réflexion du cabinet sur ce sujet-là, et je vous invite, mais vous avez tous fait l'INSEAD, donc vous l'avez fait depuis longtemps, je vous invite à réfléchir à ce type de problématique de cette manière-là, par rapport à l'irruption de l'intelligence artificielle dans votre industrie, en fait, hein. Nous, dans le milieu juridique, dans le domaine juridique, on a des systèmes d'intelligence artificielle qui voient le jour, qui facilitent la recherche juridique, mais qui la facilitent, en tout cas, qui nous obligent à changer de manière de faire de la recherche juridique. On a des logiciels ou des projets de justice prédictive aussi, par exemple, qui sont assez intéressants et qui consistent à créer des systèmes où, en fait, par comparaison, mais comparaison intelligente, véritablement intelligente de la jurisprudence passée, on vient vous dire, voilà l'effet d'espèce, voilà quelle est la probabilité pour qu'un tribunal ou ce tribunal arrive à tel ou tel type de décision. Et ça, quelque part, ça peut pousser, et ça peut être des outils pour non pas aller au contentieux justement, mais finalement se dire moi j'ai que 50% de chances de gagner, donc on va peut-être plutôt faire un accord transactionnel. Donc ça, c'est des outils assez intéressants qui se mettent en œuvre. Et donc l'objet de mon propos, c'est pas tant de vous parler de ce qui se passe dans le monde juridique, parce que il se passe plein de choses, mais je pense qu'il faut y réfléchir, mais plutôt vous inciter effectivement à réfléchir aux conséquences directes et indirectes de ce que ces systèmes d'intelligence artificielle
font ou vont faire dans votre industrie particulière. Parce qu'effectivement, moi, j'en suis convaincu, vous l'aurez compris, ça va avoir des effets extrêmement importants. Ça peut rebattre complètement les cartes. Et moi, mon boulot, c'est d'essayer d'anticiper ça à la fois pour mon industrie, puis derrière pour mes clients et leur trouver des solutions parce que justement, ils sont en train de vivre une révolution dans leur business. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est le genre de choses qui vous aident à vous lever le matin et à vous lever le plus vite possible. Voilà. Dans toute industrie, il y a un problème qui est le rôle de l'intelligence artificielle, par exemple, sur l'intérêt du travail de la personne. Ça, c'est un sujet extrêmement intéressant. Oui, alors sur l'intérêt de la personne et qui est alors intelligence artificielle ou automatisation, hein, mais clairement, oui, c'est des sujets très intéressants. Je pense que un ouvrier sur une chaîne de montage automobile aujourd'hui chez Renault ou chez Peugeot est très content d'avoir vu arriver l'automatisation et non pas de passer 8 heures par jour à serrer le même boulon, quoi. Donc, c'est complètement différent. Ce que ça évoque aussi, et là encore, ça dépasse un peu les aspects juridiques, mais et ça rejoint en partie ce dont on a discuté tout à l'heure sur le risque de développement et le principe de précaution aussi, quelque part, qui a été évoqué dans la première question. C'est en fait le rôle et les conditions du progrès technique, en fait, parce que l'intelligence artificielle, c'est aujourd'hui la nouvelle révolution industrielle. Hein, voilà, on a eu la machine à vapeur, on a eu l'électricité, on a eu les processeurs, et maintenant on a eu Internet, puis aujourd'hui on a l'intelligence artificielle. Et on ne sait pas trop ce que ça va donner, en fait. Et est-ce qu'on va commencer à réglementer, est-ce qu'on va commencer à limiter les applications alors qu'on ne sait finalement pas ce que ça va donner. Moi, je suis un grand, c'est encore une fois une conviction personnelle, hein, excusez-moi de les exprimer, mais je crois beaucoup dans le progrès technologique. Hein. On reprend l'exemple, alors j'ai fait une partie de mes études à Lyon, donc on prend souvent à Lyon l'exemple du marché, l'exemple du métier à tisser. Le métier à tisser, c'était assez mal vu, en fait. Hein. Des tisserands le jour où ça a été, et des soyeux le jour où ça a été inventé, parce que en fait tout le monde pensait que ça allait mettre 80% de la population des ouvriers textiles au chômage. Et en fait, quand on regarde les études économiques, en fait, ça les a pas du tout mis au chômage. Ça a même fait exploser, ça a multiplié. Je lisais un article là-dessus hier. Ça a augmenté le nombre d'ouvriers dans le domaine textile, sauf qu'ils n'ont pas fait la même chose, en fait. Ils n'étaient plus sur leur ouvrier, à tisser, à filer la laine ou que sais-je. En fait, le métier à tisser a fait baisser le coût du tissu, a permis à beaucoup plus de gens d'accéder à du tissu, a permis le développement de la mode de la manière dont on connaît aujourd'hui, bon, qui est peut-être parfois un petit peu extrême, avec des collections tous les 3 jours, mais et donc, ça a finalement fait l'industrie textile, en fait, elle a explosé et elle a connu une croissance exponentielle grâce à une innovation technique qui était ce fameux métier à tisser. Et donc, aujourd'hui, on a, en tout cas, moi, je crois qu'il vaudrait mieux laisser l'intelligence artificielle se développer, alors, sous réserve de sécurité aussi. Hein, on n'est pas là pour faire des métiers à tisser qui vont couper les mains des ouvriers. Hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais si on les laisse pas faire, en fait, si on laisse pas faire ça, d'abord, il y a 2 parties du monde qui laisseront faire, et ça c'est un vrai souci par rapport à l'Europe et à sa tentation de réguler pas mal de choses. Et puis surtout, on ne sait pas ce qu'on va gagner et on risque de perdre. Enfin, on ne sait pas ce qu'on va perdre. On risque de perdre des opportunités assez importantes. Donc, voilà, je crois beaucoup dans l'intelligence artificielle et dans ce que ça va nous apporter, et ce que ce progrès et ces progrès vont nous apporter. Évidemment, il y a des choses, on parlait un tout petit peu de bioéthique, oui, ça va nous apporter des choses auxquelles il faut faire attention, et qui sont problématiques, il y a des nouveaux risques qu'il faut traiter, mais globalement, il y a de grandes chances pour que
le monde s'en porte mieux à la fin, quoi. Voilà. Ce qui, pour l'instant, en tout cas, a été relativement le cas du progrès économique jusqu'à présent. Merci beaucoup Bertrand, bonnes vacances et bonnes vacances à tous. Et donc à la rentrée au mois d'octobre. Très bien. Merci à tous, merci de votre attention. À bientôt. Merci.